Niché au beau milieu de collines boisées, Blanneau, notre prochaine destination, est justement l'un d'entre eux, avec ses maisons de caractère en vieille pierre de Bourgogne. Alex Crozelier est né et travaille ici depuis qu'il a repris l'exploitation agricole de ses parents. Très attaché à son terroir, il est fier de nous présenter ce petit hameau dans lequel il a grandi. Pour cette visite, il sera épaulé par un ancien architecte des bâtiments de France, Jean Guillaume, qui s'est pris de passion pour Blanneau et ses alentours. Bon, alors on est ici chez moi à Blanneau. J'espère quand même que vous allez réussir à me faire découvrir des petites subtilités du village. Il y a des petits détails qu'on peut découvrir, effectivement. Oui, des petites subtilités. Des petites subtilités sur les maisons. Ces maisons confèrent à Blanneau son charme et son authenticité incomparable. Construites en pierre calcaire, la plupart d'entre elles sont dans un état de conservation remarquable. Il n'était pas possible de faire de la pierre de taille, il n'y a pas la ressource ici. Donc les maisons de riches étaient enduites et les maisons de pauvres ainsi que les granges étaient en pierre apparente, comme ça, avec juste un joint à la chaux, avec beaucoup de sable. On a une maison très typique du lieu, ce qu'on appelle ici une maison vigneronne. En fait, c'est une maison à galerie. La partie supérieure, c'est l'habitation, puis le grenier. Et puis en dessous, la cave. C'était la cave pour le vin, du coup. Pour le vin, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on dit maison vigneronne, mais c'était un petit village assez pauvre. Ah oui, la vigne, c'était la seule chose qui réussissait à pousser ici sur les cailloux. Voilà, oui. Et le vin, c'était un aliment finalement. Oui, tout à fait. Les gens préparaient donc le vin pour avoir une boisson, les céréales qui stockaient au grenier. Il y avait des poules aussi. Oui, on a la petite trappe à poules ici. La petite trappe à poules qui est juste là. Qu'on ouvrait pour protéger les poules, on les enfermait la nuit pour pas que le renard vienne se nourrir. Accolées aux maisons, de vastes granges servaient à abriter le bétail, indispensable à la vie quotidienne de ce village rural. Il n'y avait pas de chevaux non plus, c'était trop luxueux le cheval. Oui, nourrir une bête qui ne produisait rien. Qui produisait rien, enfin qui aidait, mais bon, on utilisait les bœufs éventuellement. Qui avait plusieurs fonctions, parce que souvent c'était même les vaches qui étaient traites et qui servaient encore de bœufs la journée. Tout à fait, oui. En remontant vers le sommet du village, Alex et Jean se dirigent vers l'église Saint-Martin, qui nous raconte une histoire moins paisible de Blanneau. L'église ici, avec son toit en lave, oui, un toit en lave. Ce clocher a été surélevé pour permettre les vues sur les hauteurs, pour voir si les gens malfaisants n'arrivaient pas. On savait bien se défendre. On savait bien se défendre, exactement. Mais aujourd'hui, on sait accueillir. Aujourd'hui, on sait très bien accueillir, même, oui. L'église Saint-Martin date du XIe siècle. C'est l'un des tout premiers édifices romans construits en terre bourguignonne. Il y a aussi une chose très typique, c'est cette espèce de petites dents d'engrenage qu'on voit qui fait sous la toiture, sont aussi très, très élégantes, qui était un travail assez délicat fait en pierre. Quelle était la fonction de cette petite dent d'engrenage ? Décor. Juste de la décoration ? Décor, c'était du décor. Juste à côté de l'église, une magnifique demeure à l'architecture manifestement plus élaborée que les autres bâtisses du village. Alex s'est toujours demandé quelle était la fonction exacte de cette maison, aujourd'hui privée. Pourquoi on l'appelle un prieuré ? Moi, j'ai toujours entendu dire que c'était le prieuré de Blanneau. Non, c'était pas un prieuré, c'était un lieu où, effectivement, les moines de Cluny triomphants percevaient les taxes, percevaient le grain, surtout. Mais c'était pas un prieuré, c'était un lieu administratif et de stockage. Devant l'enceinte de cette maison, 3 trous béants rappellent une histoire encore bien plus ancienne de Blanneau, sous la dynastie des premiers rois de France, entre les 5e et 8e siècles. Ici, on voit bien les tombes mérovingiennes. Voilà. Ici, on voit les tombes mérovingiennes. Effectivement, l'ensemble du prieuré a été construit sur un cimetière mérovingien. Oui, là, c'est qu'un échantillon, c'est 3 tombes. Quand j'étais plus jeune, on allait souvent s'amuser là-dedans. Oui. C'est tentant pour des gamins, effectivement. Elles sont petites, hein. Je ne sais pas si je tiendrai encore dedans aujourd'hui. Bon. Jean est manifestement incollable sur l'histoire de Blanneau. Enfin, pas tout à fait. Maintenant, c'est moi qui vais vous faire découvrir quelque chose. Suivez-moi. Pour terminer leur balade, Alex lui a réservé une petite surprise autour du four à pain du village. Construit au 19e siècle, il vient d'être restauré. Alors le feu est déjà allumé. Oui, ça chauffe, hein. Ouf. C'est un très vieux four qu'on s'en sert toujours aujourd'hui. Et moi j'aime bien m'en servir. J'ai appris avec l'ancien boulanger du village qui m'a montré comment il fallait le faire chauffer pour pas risquer de l'abîmer, parce qu'on pourrait casser les pierres en le faisant chauffer trop fort ou mal. Je l'utilise assez souvent pour faire des petites fêtes entre amis ou avec tous les gens du village. On se retrouve tous ici autour de pizza et de bons vins.
Bon alors du coup, on va en faire quelques-unes ensemble, si ça vous dit. Super, c'est Ouais. super. La pizza n'est évidemment qu'un prétexte. Alex est surtout fier de montrer à Jean que ses amis et lui ont conscience de vivre au cœur d'un village d'exception. D'une certaine façon, ce sont eux les gardiens de la flamme de Blanneau. On la sort, Allez, on la met là-dessus. on va la mettre là-dessus. Voilà. Fantastique. Hein. Elle est bonne? Très très bon. Hein. Ah, ça me fait plaisir. C'est quand même assez fabuleux parce que la vie continue, les jeunes reprennent des activités, font vivre des instruments, des bâtiments comme ça, anciens. C'est vrai que c'est important de le faire vivre. Ça serait dommage d'avoir un si bel instrument comme ça et de le laisser juste Tout à fait. pour avoir les belles pierres. Et c'est fait pour vivre. C'est tellement important de pouvoir se retrouver, parler, échanger. Alex est très admiratif des gens qui, comme lui, entretiennent et restaurent le riche patrimoine bourguignon pour le transmettre aux générations futures. C'est pourquoi il tenait à nous faire rencontrer un luthier dont on parle beaucoup dans la région. Son atelier se trouve dans le petit village de Donzy-le-Pertuis, non loin de Blanneau. En une vie de travail passionné, Pascal Kranga a accumulé de telles connaissances en matière de restauration que les pouvoirs publics l'ont supplié de ne pas prendre sa retraite. Oui, entrez. Avant d'avoir lui-même formé ses successeurs. Ah, bonjour Alex. Bonjour Pascal. Ça va? Ouais, bien. Bon alors, c'est ici ton atelier? Voilà, tout à fait. Tu vois, un petit peu mon univers, mon petit paradis. Oui, c'est impressionnant, il y a une belle diversité d'instruments. Ah oui, là, c'est tout ce qui se répare, tout ce qui se fabrique ici. Pascal travaille en ce moment à la restauration d'une vielle à roue de 1884. Est-ce qu'il est typique de Bourgogne? Ah oui, c'est un instrument typiquement bourguignon, effectivement, parce qu'on en a joué énormément en Bourgogne. Donc, un des plus gros centres qu'on a eu en Bourgogne, c'était le Morvan. Au XVIIIe siècle, c'était un instrument de la royauté. Et à la Révolution française, cet instrument est parti des villes et est devenu l'instrument de bal et des bals populaires. Particulièrement apprécié des musiciens bourguignons, la vielle à roue restera un grand animateur de ces bals populaires jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors là, sur cet instrument, je t'ai un peu dérangé quand je suis arrivé. Tu faisais quoi? Alors là, j'étais en train de faire des reprises de dessins qui sont derrière l'instrument, ici, parce que tu vois, il a énormément été joué. Et donc ça, c'est le pantalon du musicien qu'il avait usé jusqu'au bois. Le décor est sur le pantalon. Voilà. Donc le décor est sur un des pantalons, on ne sait pas lequel. Je refais des reprises de teintes pour pouvoir après reprendre les motifs. Et là, ce qui est très dur, c'est que ce n'est pas un motif très régulier. Donc là, j'essaie de retrouver donc, à l'aide de crayons déjà se rapprocher au maximum du motif existant. Alors si tu veux, Alex, je te propose de m'aider un petit peu à faire de la restauration. Ah oui. Donc là, tout simplement, on va faire du dessin. Hein. Tu vas retourner à l'école. Et tu vois, donc le jeu va consister à essayer de retrouver les motifs, tu vois, qui ont été dessinés, qui ont été effacés. Les pouvoirs publics ont été bien inspirés de demander à Pascal de former la relève. Aujourd'hui, il transmet son savoir-faire à de jeunes apprentis venus du monde entier. Et alors, les premiers motifs qui ont été faits la première fois dessus, est-ce qu'ils étaient aussi faits avec des Oui, tout à fait. formes comme ça? Donc là, peut-être qu'on est comme ça à peu près. Voilà, tout à fait. Voilà, là, c'est déjà très bien. Là. Ok, parfait. Je te laisse reprendre. Ouais. Chaque restauration est aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur la vie de l'instrument. On découvre des tas de choses comme ça, on découvre la vie du musicien aussi, on voit sa main, donc on voit qu'elle a énormément joué, on voit l'usure ici sur le clavier, tu vois, comme c'était usé, et qu'on pourrait restaurer pour faire disparaître tout ça. Mais ça, il faut pas, il faut laisser la vie de l'instrument, il faut qu'on voit un petit peu tout ça. Est-ce que tu pourrais faire écouter à nos oreilles Oui, bien sûr. C'est sur ces notes aux teintes écossaises qui nous emportent que nous partons à la découverte d'une autre pépite de la Bourgogne du Sud. Mais une pépite invisible depuis la surface cette fois. Car c'est maintenant sous la vigne, dans les profondeurs de la terre, qu'Alex nous emmène. Pour les amateurs de mondes souterrains, aux décors époustouflants, ciselés par le temps, les grottes d'Azay sont un petit paradis. Et ce n'est pas Lionel Barrican, explorateur confirmé de ce vaste dédale, qui dira le contraire. Ah oui, tu m'emmènes vraiment dans les entrailles de la terre. On sent la fraîcheur.
L'humidité? Oui, il fait 11,8 degrés, mais la température est constante pendant toute l'année. Les grottes d'Azé sont entièrement aménagées et entretenues par des spéléologues amateurs comme Lionel. C'est ce qui plaît à Alex. Sans eux, le patrimoine souterrain du Mâconnais resterait inaccessible. Personne ne sait précisément à quand remonte la découverte de ces galeries. Mais à partir des années 50, elles commencent à faire l'objet de fouilles approfondies. Et en 1963, les spéléologues ouvrent un nouveau passage au fond de la cavité, à 75 mètres de l'entrée. Ils découvrent alors des traces exceptionnelles de ces premiers habitants. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un squelette d'ours. En fait, ici, on est dans le gisement paléontologique important d'Azé, où il y a énormément d'ossements d'ours. Cet ours vivait ici il y a entre 140 et 160 000 ans. Et ce sont essentiellement des femelles et des oursons. Mais les ours dans les grottes, c'est assez peu commun. On parle des hommes préhistoriques, mais jamais des ours. Alors, il y a des ours, et ici, on est en présence d'une espèce qui a disparu aujourd'hui. C'était des ours des cavernes qui hibernaient pendant l'hiver. Et la femelle venait ici avec ses oursons pour passer l'hiver, pour être à l'abri. Les grottes d'Azé ont été explorées sur plus de 400 mètres de long. C'est le plus vaste réseau souterrain de tout le Mâconnais, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être surnommé le métro par les spéléologues. Qu'est-ce qu'on entend là-bas? La rivière, on s'approche petit à petit, on va bientôt la découvrir. À partir de là, impossible de continuer à progresser sans un minimum d'équipement. Et c'est à la lampe frontale, comme un vrai spéléologue, qu'Alex va pouvoir admirer les petites merveilles géologiques de la cavité. Quand on regarde, c'est absolument somptueux. Toutes ces petites dents de calcite, tu vois, qui sont côte à côte. On dirait une forêt de petits sapins. Donc c'est vraiment des conditions de cristallisation très très particulières. C'est très très fin, très très joli. Oui, on dirait presque de la mousse ou quelque chose de végétal. Pourtant, c'est entièrement minéral. Au fond de la dernière galerie, la rivière barre le passage à nos deux explorateurs. Pour aller plus loin, il faudrait un équipement de plongée. Tu vois cet univers très, très particulier, hein. La rivière qui est écoulée à l'extérieur, qui est venue se perdre sous terre et qui continue son parcours dans les entrailles de la terre. Ah oui, c'est vraiment impressionnant, hein. On ne s'imagine pas quand on est au-dessus que sous nos pieds, on a une grotte avec une rivière, une cascade. Voilà, et les prochains jours, quand tu seras avec les chèvres, tu pourras penser qu'il y a peut-être des spéléos sous tes pieds qui sont à la recherche de cet univers. Oui, c'est ça, je penserai à toi qui seras là en train de gratter pour trouver de nouvelles galeries. À force de patientes explorations, Lionel découvrira peut-être un jour un nouveau passage vers une galerie inconnue. En attendant, Alex ne voulait pas terminer cette escapade en Bourgogne du Sud sans nous faire partager un souvenir d'enfance qui l'a profondément marqué. Il est vrai que la splendeur du château Renaissance de Cormatin ne laisse personne indifférent. C'est donc avec un réel plaisir qu'Alex y retourne aujourd'hui, accueilli par Marc Simonet, son propriétaire. Ravi de vous accueillir à Cormatin. C'est un plaisir de retrouver ce château que j'avais vu quand j'étais petit. Rien n'a changé, il est toujours ici. Vous avez gardé de bons souvenirs alors du lieu. Le château a beau être splendide, ce n'est pas pour lui qu'Alex a voulu venir ici. Fidèle à ses convictions, notre passionné de patrimoine bourguignon voulait surtout rendre hommage au travail de restauration colossal entrepris par Marc pour redonner vie aux 12 hectares de jardins paysagers du domaine. Des jardins qui avaient totalement disparu depuis 1815, lorsque les propriétaires de l'époque décidèrent d'utiliser la terre pour combler les douves du château. Le jardin que l'on a ici, c'est beaucoup plus un jardin Renaissance. C'est comme un damier. Le château occupe la case centrale et tout autour, on a des carrés dans lesquels on met les éléments constitutifs du jardin avec le parterre, le labyrinthe, le miroir d'eau. On tourne autour du château et chaque élément amène à un autre. Là, je vois qu'il y a un pommier. Est-ce que ça a une symbolique particulière? Ah oui, tous les jardins d'ornement doivent avoir une signification. Le jardin, c'était déjà une image du paradis. Et donc, on a repris ce thème qui est habituel dans les jardins classiques. Le parterre symbolise le paradis terrestre. Avec au centre, bien sûr, le fameux pommier. C'est l'arbre de la connaissance à laquelle on a voulu goûter et qui nous a entraînés vers les difficultés de la vie.
Les jardins de Cormatin sont le fruit de plus de 20 ans de travail, aussi passionné qu'acharné. La réalisation dont Marc est le plus fier, c'est celle dans laquelle Alex s'apprête à pénétrer. Elle a nécessité près de 3000 plants de buis. Alors maintenant, je vous propose une petite épreuve, celle du labyrinthe. Donc vous allez chercher votre chemin. On est sûr de pouvoir en sortir. Ah, je vous vois un peu inquiet. Ça, c'est une question très personnelle. Chacun est livré ici à lui-même. Alors là, je vais vous laisser partir seul dans une allée. Et puis, vous la choisissez et vous acceptez donc de vous tromper ou de vous sauver. Par là, ça paraît être utilisé comme chemin, en tout cas. Vous êtes toujours là, oui? Oh, je vous suis, je ne vous donne aucune contrainte, Ouais. mais non plus aucune indication. J'ai un peu l'impression de tourner en rond, là, quand même. Ben oui, c'est bien ça. J'ai tourné en rond. Voilà. Là, on est dans un cul-de-sac total. Hein. Vous avez pris le très mauvais chemin. Ah, oui. j'ai voulu me rapprocher au plus court, Et mais voilà. c'est pas la bonne. C'est bien ça. C'est bien ça. La facilité n'est pas toujours la solution. Voilà. C'est le moment pour Marc de montrer à Alex le bon chemin et de lui faire découvrir son petit coin préféré. Et nous arrivons maintenant au paradis. Vous voyez, c'est une volière avec une coupole de fer forgé. Et vous voyez, tout le dessin de la volière est formé de cœurs enlacés, parce que l'idée du paradis, c'est l'union des âmes dans l'amour de Dieu. Tout ça, c'est une symbolique habituelle qu'on s'est attaché à retrouver. C'est sur cette note poétique que nous terminons notre odyssée dans cette belle région bourguignonne. Venez vous aussi profiter des richesses de la Bourgogne du Sud et parcourir ces sites historiques et naturels, majestueux. Un voyage aux saveurs authentiques que vous aurez un immense plaisir à découvrir.